dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants, un dossier spécial, nous allons parler des problèmes qu'engendre la téléphonie mobile et nous serons en compagnie de Marc Filterman. À tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Marc Filterman, bonjour et merci d'être avec nous pour cette deuxième émission. Oui, bonjour. Alors la dernière fois, nous avions évoqué les écoutes téléphoniques. Aujourd'hui, nous allons parler de la téléphonie mobile et des effets nocifs, indésirables qu'engendre cette téléphonie mobile. Pour commencer, j'ai envie de vous demander comment se fait-il qu'on a lancé sur le marché des systèmes de téléphonie mobile sans avoir fait des études sur la nocivité au préalable? Eh bien, c'est tout simplement des raisons économiques. D'ailleurs, il y a une question qui vient d'être posée il n'y a pas longtemps sur certains produits qui étaient autorisés sans qu'on ait fait d'études préalables. C'est tout simplement parce que l'industrie verrouille tout et a un pouvoir de communication assez extrême et assez persuasif, y compris envers nos députés et envers nos ministres. On reviendra d'ailleurs sur quelques citations qui donnent un petit peu l'idée de l'ambiance qui règne en France avec les lobbies industriels. Mais bon, il faut savoir quand même que affirmer que les champs électromagnétiques n'ont aucun effet sur la santé, ça relève carrément du charlatanisme médical, puisque les effets ont été mis en évidence depuis plus d'un siècle déjà. Je peux même vous donner les dates et vous dire par qui, par le docteur Darsonval. Et les premières études qu'il a faites, qui sont référencées d'ailleurs par l'US Navy, donc pas uniquement sur la téléphonie mobile, il avait mis en 1893 déjà les effets de l'électricité ou des ondes radio sur le biologique. Et les premières études qui sont référencées dans un manuel de recherche du centre de la Navy, ils ont 3200 études qu'ils ont référencées donc des années 1893 à 1972. Le manuel compte 3200 études, 3200, 3300, je ne me rappelle plus exactement. Donc ça dit bien le nombre de recherches qui ont été effectuées. Donc avoir des académiciens, des experts officiels qui ignorent tout de M. Darsonval, ça fait un petit peu rire, quoi. Alors, avant la téléphonie mobile, il y avait donc les émetteurs radio, télévision. Voilà, il y avait des émetteurs radio, il y avait des radars. Enfin bon, on s'est aperçu dès 1940 qu'il y avait également des problèmes. Alors les problèmes ont déjà été étouffés à l'époque pour des raisons militaires. C'est à cette époque-là qu'on a découvert aussi la biotechnologie qu'on appelle maintenant biotechnologie de Vincent, mais les recherches sur le pH et le RH2. Alors le pH, c'est-à-dire c'est la propriété magnétique, le RH2 c'est la propriété électrique et ρ c'était la propriété diélectrique. Donc parce que les médicaments agissent par le biais de ces trois propriétés sur la santé humaine. Mais c'est marrant parce que j'ai eu encore des témoignages avec des personnes qui ont consulté des médecins parce qu'ils voulaient faire des analyses de sang ou des analyses de salive ou d'urine. Eh bien, on a des médecins qui ne savent pas ce que c'est que le pH. Ah bon? Alors que si vous prenez votre bouteille d'eau, eh ben, vous avez en tout petit écrit le pH, donc la propriété magnétique de l'eau. Et puis, même pour les centrales pour nettoyer l'eau, pour filtrer l'eau, c'est pareil, l'indicateur pH et RH2 est régulièrement utilisé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'électronique biologique. Donc vous avez eu des recherches là-dessus depuis 1925 avec Charles Laville, et c'est Jean-Louis Vincent qui, dans les années 40, a fait vraiment connaître ça. Mais à l'époque, vous avez eu des interruptions sur un certain nombre de recherches scientifiques
où des gens ont déménagé parce que la France était occupée, parce que vous aviez à l'époque 292 parlementaires de gauche qui avaient voté pour soutenir le maréchal Pétain. Donc vous avez de nombreuses recherches qui ont été à l'époque stoppées et déménagées. Donc les recherches dans un certain nombre de domaines ont repris après les années 50 également. Donc ce qui est connu et reconnu, c'est la technologie de Jean-Louis Vincent qui a même été utilisée dans le domaine du spatial et qui est régulièrement utilisée pour les centrales, pour tout ce qui est la décontamination de l'eau, le filtrage de l'eau, c'est régulièrement utilisé. Mais on a des médecins qui ne le savent pas. De même qu'on a des médecins qui ne savent pas qu'on a des dispositifs. Alors vous avez des pansements également qui utilisent l'énergie électrique pour faire cicatriser plus vite. Vous avez des dispositifs qui ont été faits dès les années 70 qui ont été faits pour la réduction de fractures en utilisant un champ électromagnétique. Ouais. Donc moi j'avais posé une question justement sur la réduction de fractures. C'était au Sénat, je ne sais plus si c'est en 2002 ou 2003. J'avais dit mais attendez, on nous explique que les champs électromagnétiques ou les micro-ondes n'ont aucun effet sur la santé. Mais alors comment ça se fait qu'on utilise des appareils pour la réduction de fractures dans les hôpitaux? Donc ça veut dire que c'est une escroquerie légale remboursée par la sécurité sociale, quoi. Ouais. Donc d'un côté on vous dit ça n'a pas d'effet, puis de l'autre on reconnaît les effets. Donc c'est très contradictoire en France. Tout ce qui se passe est très contradictoire. Dans les années 40, vous aviez également des recherches sur les radars, donc qui ont été faites, et également sur les micro-ondes. En Angleterre, le gouvernement s'est inquiété de savoir si les micro-ondes pouvaient avoir des effets sur la santé. Ils ont donc interrogé Watson Watt à l'époque, qui avait déposé en plus des brevets d'invention sur les radars, notamment le 2 avril 1935, il avait fait un dépôt de brevet. Donc il n'allait pas dire au gouvernement britannique qu'il pouvait y avoir un risque avec les micro-ondes. Ouais. Alors que les Japonais avaient eu des fonds à l'époque pour faire des recherches pour savoir si on pouvait utiliser les micro-ondes comme arme. Donc déjà à l'époque, vous voyez, c'était étudié pour utiliser les micro-ondes comme arme. Bon, les radars, on savait effectivement qu'il pouvait y avoir des soucis parce que vous avez eu Murphy Camp opération en 1942 qui a été classifié secret en 1943, parce que vous aviez des techniciens qui se plaignaient déjà à l'époque de migraines assez violentes, qui avaient des problèmes de vue. On a également constaté des dépressions et aussi un taux de suicide beaucoup plus élevé chez les opérateurs radio et radar. Donc déjà en 1943, on avait constaté un certain nombre de problèmes. Alors les premières normes qui ont été faites ont été... Bon, je fais un petit point historique. Oui, les premières normes qui ont été faites, en réalité, remontent aux années 52-53. Alors, ce qu'il est intéressant de savoir, c'est qu'en réalité, ça a été fait par le professeur Hermann Schwann, qui avait été rapatrié dans les bagages des Américains aux États-Unis, dans le cadre du programme Paperclip. Vous savez que les Américains ont récupéré un certain nombre de scientifiques à la fin de la guerre, et notamment comme Von Braun pour les fusées, mais également dans d'autres secteurs, il y a eu des scientifiques qui ont été récupérés. Et donc en 1953, vous avez la première norme qui est apparue avec un niveau de 10 milliwatts centimètre carré, ce qui correspond en vérité à 193 volts par mètre, et c'est cette norme-là qui a été appliquée dans les différentes armées, alors qu'on sait qu'à 10 milliwatts par centimètre carré, à 193 volts par mètre, quand vous êtes exposé pendant une période non négligeable, mais bon, qui se limite en minutes. On sait que ça provoque des brûlures quand même. Oui, quand même, à ce moment-là. Donc voilà, et cette norme-là est toujours en vigueur aux États-Unis, il ne faut pas se leurrer, sauf qu'attention, les normes qui ont été établies, ça n'a jamais été fait pour des durées d'exposition permanentes. Donc le docteur Orengo, il nous dit que le 0,6 volts par mètre, c'est pas applicable. Bon, il nous trace l'historique de la raison du 0,6 volts par mètre, mais je ne crois pas que quelqu'un ait révélé l'origine du 10 milliwatts par centimètre carré, c'est-à-dire le 193 volts par mètre. Ça n'a jamais été révélé à l'Assemblée nationale ni au Sénat. Alors, pour M. Schwann, bon, les documents, effectivement, ont été déclassifiés il y a 2-3 ans de ça, donc c'est comme ça que je sais qu'il a fait partie du programme Paperclip.
Donc ensuite, on a eu des études qui ont été faites à la clinique de Maillot, et j'en avais parlé lors d'un débat avec Monsieur Bernard Verret d'ailleurs, en 2000 déjà. J'avais souligné que justement les normes avaient été faites à l'époque aux États-Unis. Il s'est rendu compte que ça provoquait des brûlures sur les chiens qui servaient de cobayes. Donc déjà, on était au courant de la nocivité des micro-ondes depuis les années 50, 52, du fait des vétérinaires et puis des personnes qui avaient déjà travaillé à la Navy. Donc voilà un petit peu le démarrage de ce que l'on savait depuis déjà plus d'un siècle en ce qui concerne les champs électromagnétiques. Il faut savoir que la téléphonie mobile est arrivée en 93-94, c'est ça, oui. À peu près. Donc là, on n'a pas eu, d'informations puisqu'il n'y a eu aucune étude qui a été faite. Par contre, en 98, j'avais adressé un courrier aux 577 députés de l'Assemblée nationale parce que on venait également de définir le protocole Wi-Fi qui devait émettre sur la fréquence de 2450 MHz, c'est-à-dire la même fréquence que les fours à micro-ondes. Donc là, j'étais un petit peu surpris de voir que cette fréquence allait être autorisée pour les communications, et j'avais adressé un courrier à l'Assemblée nationale en posant justement des questions concernant les champs électromagnétiques des téléphones portables et puis les champs électromagnétiques du Wi-Fi. Parce que figurez-vous, les gens ne le savent pas, même le GSM, la fréquence de 900 mégas est utilisée pour des fours micro-ondes industriels. Ah bon? On a des fours micro-ondes industriels qui fonctionnent en 900 mégas. Et ça, combien le savent? Il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Alors, à l'époque, vous allez rire, il n'y a qu'un seul député qui m'a répondu. J'allais vous poser la question. C'est un député communiste qui m'a répondu. En effet. Ce qui prouvait que vraiment la santé intéressait beaucoup de monde à l'Assemblée nationale. Alors, sur votre site internet, vous évoquez les interférences aviation et voiture. Est-ce que vous pourriez nous donner des explications? Oui, alors ça, c'est un autre problème qui mériterait d'ailleurs... on ne peut pas tout mettre au niveau biologique, on ne peut pas tout mettre dans la même émission, mais effectivement, les téléphones portables, les appareils portables apportés par des PAX à bord des avions provoquent des interférences sur les systèmes avioniques. Mais là, il faut qu'il y ait certaines conditions techniques particulières pour que les systèmes avioniques, et notamment de radionavigation, soient perturbés. Alors, quand on dit qu'il n'y a aucun effet sur les systèmes avioniques, parce qu'on a des gens qui ont fait les grandes écoles, Supélec, par exemple, qui ont fait Polytechnique, mais non, il n'y a aucun problème. Je sais parce que j'ai fait telle école. Le problème, c'est que ces gens-là, ils lisent pas les rapports, déjà. Beaucoup n'ont jamais été dans l'aviation. Or, quand on a été dans l'aviation, déjà, on sait... on commence par lire également certains rapports techniques et on sait qu'il y a eu des incidents, et l'année dernière encore il y a eu un rapport qui est sorti pour référencer un certain nombre d'incidents. Mais bon, là aussi il y a une chose qui n'est pas prise en compte quand des tests sont faits. Il faut voir que dans un avion vous pouvez avoir de 300 à 500 passagers. Donc si à l'atterrissage ou au décollage vous avez tout le monde qui se met à téléphoner, venir dire qu'il n'y a pas de risque de perturbation des systèmes, c'est plus que limite, quoi. C'est comme les gens qui se permettent de venir dire dans des forums sur Internet, j'en ai vu, qui viennent dire que les fours micro-ondes, par exemple, c'est une cage de Faraday, que l'avion c'est une cage de Faraday. Non, c'est faux. Il y a des fuites de partout, hein. Même en aviation, vous avez certains systèmes qui peuvent perturber d'autres systèmes. Quand on mesure des fours micro-ondes qui sont neufs, on peut avoir des fuites de 4 à 12 volts par mètre. Donc quand on met quelque chose à cuire dans un four micro-ondes, on ne reste pas en face. Alors justement, pour expliquer comment fonctionne un four à micro-ondes. Alors dans un four à micro-ondes, c'est pas compliqué, vous avez juste un magnétron qui provoque, l'excitation des molécules, et quand c'est quelque chose qui est sec comme de la porcelaine ou bien n'importe quoi, ça ne chauffe pas. Par contre, quand vous mettez quelque chose qui est humide, puisque en réalité ce sont les molécules d'eau dont la rotation va être modifiée X fois par seconde, qui va provoquer cet échauffement. Donc les légumes, c'est pareil. Alors il y a eu une étude qui avait été faite justement sur les
légumes qui étaient mis, c'est là qu'on va voir les pressions de l'industrie comme elles sont fortes. À l'époque, il y avait une étude qui avait été faite pour savoir s'il pouvait y avoir des problèmes avec des légumes, s'il pouvait y avoir des radicaux libres ou des problèmes de ce genre, radicaux libres qui sont cancérigènes. Et à l'époque, le professeur Blanc et un autre de ses collègues, ils ont eu de sérieux ennuis avec, le lobby qui fabriquait les fours à micro-ondes, et on leur a interdit de faire toute publication. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont déposé une plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de l'article 10 de la Convention européenne, puisque il y avait une violation caractérisée concernant cet article, puisque c'était une entrave à la liberté de communication. Mais vous inquiétez pas, en France, on a des députés qui ont essayé de faire la même chose en 2005. Ouais. C'est-à-dire qu'on a eu dans un article 17 d'une loi de 2005, il y a des députés qui s'étaient autorisés à mettre toute publicité mentionnant un usage déconseillé ou prohibé des appareils de téléphonie mobile est interdite. Donc vous voyez, un usage déconseillé, c'est-à-dire que dans ce cas-là, vous pouviez plus écrire de livres, vous pouviez plus faire de conférences sur le sujet. Ouais. Parce qu'un usage déconseillé, si vous faisiez une conférence sur le sujet de la nocivité des ondes, au titre de cet article, donc vous voyez un petit peu les députés que nous avons. Ouais. Donc c'était un texte du 13 juillet 2005. Et à l'époque, j'ai écrit à quelques députés, dont Madame Rivasi, en faisant remarquer, attendez, il y a quand même un petit souci. Là. L'article 17 de ce texte de loi viole carrément l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, vous voyez, quand on parle de censure ou de dictature, on n'en est pas loin quand on a des députés qui passent ce genre d'articles dans les textes de loi. Qu'est-ce qu'elle vous a répondu, Michel Rivasi ? De toute façon, moi, je lui ai transmis l'information. Oui. Après, ce qui a été fait, je pense que, de toute façon, la loi à l'époque n'est pas passée. Hein. Dans le texte de loi, il y avait le député Brard. Je sais qu'il y avait Madame Kosciusko-Morizet également. Heureusement qu'un tel texte n'a pas été adopté, parce que là, ça devenait... de toute façon, c'était une violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est clair, net et précis. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous parlons de problèmes qu'engendre la téléphonie mobile. Nous sommes dans cette émission dossier spécial avec notre invité Marc Filterman. Alors aujourd'hui, où en est-on justement ? Quelle est la situation par rapport justement aux députés, au gouvernement ? Est-ce qu'on avance ou ça stagne ? Dire qu'on avance, c'est la même politique. Moi, ce que je vois actuellement... le PS adopte la même politique que l'UMP, parce que je ne sais plus qui a déclaré que de toute façon il n'était pas question de revoir les normes actuellement en vigueur. Or les normes en vigueur, de toute façon, elles seront inapplicables. C'est-à-dire que les valeurs qui ont été données de 41 volts par mètre pour le public et 137 volts par mètre pour les professionnels sont carrément inapplicables. Tout simplement parce que il y a une chose qui n'a pas été prise en compte, et ça c'est une faute inexcusable, c'est carrément la durée d'exposition. Donc si vous restez un petit peu trop longtemps à côté d'une flamme, je pense que vous allez la sentir passer. Ah bah oui, c'est sûr. Ouais. Et ben là, pour les champs électromagnétiques, le problème est le même. Et qu'on ait pu sortir une réglementation pour les professionnels de 137 volts par mètre, c'est absolument inadmissible. Et d'ailleurs, je peux vous dire, parce que moi j'ai les documents, contrairement à certains, et
de toute façon, en 2009, j'avais posé la question justement au ministère de la Santé, puisque tout le monde était présent. Il y avait l'AFSET à l'époque, il y avait nos experts officiels, et j'avais demandé comment on pouvait admettre une telle norme, étant donné qu'en 95-96, des techniciens antennes avaient été exposés à ces niveaux, et je peux vous dire qu'ils travaillent plus, hein, c'est fini. Hein. Donc, ils ont eu des gros problèmes de santé, des troubles neurologiques, et il y a eu 2 accidents comme ça, l'un en 95, l'autre en 96, c'était en Angleterre. Plus récemment, on a eu également un autre accident. Alors, j'avais émis des notes grises que j'avais transmises aux différentes agences. J'ai constaté que visiblement, on n'avait pas jugé utile d'en parler dans le rapport de l'ANSES qui est sorti en octobre dernier, où vous avez l'équipage d'un navire norvégien qui a été fortement irradié par les équipements radars d'un navire d'une frégate américaine. Bon, vous avez eu 50% d'équipage, ils ont eu très mal à la tête, et il y en a quand même eu 5 et qui ont été à l'hôpital aux urgences. Donc, quand on vient dire que ça n'a pas d'effet, et attention, la durée d'exposition n'était que de 10 minutes. Oui, en effet. Donc, toutes ces informations ont été expédiées aux ministres concernés, aux agences concernées. Je vous dirais honnêtement qu'on répond plus facilement au cabinet de M. Hollande que dans les cabinets de ces divers ministères. Oui. Alors, il y a une différence entre la campagne et la ville. En ville, quand même, il y a une densité de population, donc de Wi-Fi, de fours à micro-ondes. C'est quand même catastrophique. Je pense à Paris, aux grandes cités. Bon, c'est d'autant plus catastrophique que les sources se multiplient. On a maintenant des Freebox, des Livebox, où on va avoir... on a le Wi-Fi, alors ça, on l'a depuis un certain temps. Mais on va avoir également des boîtiers qui vont servir de fantocelles, ou qui servent déjà chez certains de fantocelles. On a des compteurs également qui vont être équipés aussi avec des réémetteurs GSM, GSPR. Ah oui, là c'est grave quand même. Hein. Ça devient... Ah oui, non, parce que, bon, on avait fait une émission avec les Robins des Toits qui nous avait dit faut tout mettre en filaire maintenant, mais là on peut pas avec les compteurs électriques. Déjà, les compteurs équipés des compteurs à gaz avec une source micro-ondes, moi ça me dérange un peu, vous voyez. Oui, oui, tout à fait. Donc, il y a tout un tas d'anomalies, tout un tas de sources. Alors, en plus, dans la loi qui a été présentée par les députés Abeille, il va falloir qu'elle passe devant le Sénat. Mais attention, on n'a pas dit qu'on allait supprimer le Wi-Fi dans les écoles primaires. Il est question que de le supprimer dans les crèches et même pas dans les maternelles, par exemple. Or, moi, j'ai eu un échange avec un scientifique qui était un ex-officier des services de renseignement étrangers, qui est intervenu d'ailleurs en Afrique du Sud, qui avait donné une interview à une radio en Afrique du Sud, et qui avait expliqué qu'on avait une majorité d'études qui démontraient les effets des champs électromagnétiques sur la santé, et que visiblement, aucun État ne se souciait des conséquences médicales qu'il pouvait y avoir sur la population. Et que ça pourrait coûter très cher par la suite si, effectivement, les cancers et les tumeurs se multiplient, puisque maintenant, les jeunes de moins de 10 ans vont être exposés à toutes ces sources de pollution électromagnétique. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a un problème. La première cause de mortalité en France, maintenant, c'est le cancer. Donc, vous avez 3 possibilités. Soit on reçoit des nuages radioactifs sur la figure. Soit on bouffe. Qu'est-ce qu'on bouffe ? On ne sait pas, justement. Qu'est-ce qu'il y a comme additif cancérigène dans la nourriture ? On ne le sait pas. Ou alors on est très mal soigné, on a des médicaments qui servent à rien, ou alors il y a des OGM, ou alors il y a des pesticides, enfin bref. Il y a peut-être tout à la fois. Il y a quelque chose qui n'est pas fait par les services de sécurité sanitaire, il y a quelque chose qui n'est pas traité. C'est peut-être tout à la fois. C'est tout à la fois, oui. Oui. Donc c'est un cumul de nocivité, de problèmes qui engendrent ces maladies. Il y a un cumul automatique, puisque là c'est pareil, on a découvert, moi j'ai découvert ça il y a quelques jours, enfin je savais que les traitements de la thyroïde étaient en augmentation, sauf que quand vous avez un fournisseur dont les médicaments, dont la vente de son médicament, je ne vais pas citer la marque,
c'est pas le but, mais ce médicament, il y a une augmentation de 750% de sa consommation. Ça amène à se poser des questions. Donc soit c'est les nuages de Tchernobyl, ou c'est les nuages de Fukushima, ou c'est encore les micro-ondes. Maintenant, on ne peut plus savoir, puisque il faut savoir une chose également qu'on ne sait pas, c'est que les médecins ne recherchent pas les causes. Pour vous soigner, alors là, tout le monde est d'accord, que ce soit les médecins et les labos pharmaceutiques. Donc, personne n'a intérêt à chercher les causes. Ça va faire augmenter le chiffre d'affaires de certains. De toute façon, on avait fait plusieurs émissions avec Sylvie Simon qui nous disait que déjà, les médicaments, en règle générale, étaient nocifs pour la santé. Disons que les nouveaux médicaments, il y en a certains, d'ailleurs... le meilleur spécialiste du sujet, c'est M. Philippe Evin avec M. Bernard Debré. Ils n'ont pas été de main morte contre certains laboratoires et certains de leurs collègues. Enfin, il faut quand même savoir aussi qu'il y a eu des articles qui ont mis en cause depuis longtemps un certain nombre d'experts ou de médecins. Moi, je me rappelle qu'il y avait eu un article, je crois que c'était dans Le Point, qui s'appelait « La République des copains ». Mais bon, il n'y a rien de changé, je vous rassure tout de suite. C'est les mêmes processus qui sont utilisés. Moi, il y a pour des experts, j'ai pas réussi à obtenir les DPI. Donc là, des informations d'État. Il y a eu un article le 1er mai 2001 il y avait une polémique entre Science et Avenir et l'AFSA à l'époque sur l'indépendance des experts. Je l'ai devant les yeux, donc j'en profite pour vous dire. Ensuite, toujours le même mois, on a l'INRS, l'INERIS, l'AFSAP qui étaient mis en cause, notamment pour les DPI qui n'étaient pas communiqués. Alors les DPI, je vais vous expliquer ce que c'est tout à l'heure. Oui, et c'est en mai 2001 justement qu'il y avait l'article sur la République des copains. La DGS a été mise en cause également avec les experts qui fournissaient des informations évidemment qui étaient en faveur du lobby des télécoms, et pour cause, vous avez un bon paquet ou même de laboratoires. D'ailleurs, c'est toujours les mêmes qui récupèrent les fonds pour faire les études, et qui ont leurs experts qui sont en réalité membres des comités scientifiques de certains opérateurs. Alors, en 2009, on a eu également une note qui est sortie de l'Académie de médecine avec l'Académie des technologies et des sciences. Donc, j'ai repris tous les noms un par un. C'est marrant parce qu'ils avaient tous des liens avec l'industrie quand même. Oui, quand même. Ah oui, quand même, oui. Alors, ça nous rassure pas tout ça. Comment faire pour se protéger de la nocivité des ondes? Est-ce qu'il y a un moyen, justement, qu'on peut utiliser aujourd'hui pour essayer de... Moi, de toute façon, le moyen le plus simple, déjà, j'ai pas de téléphone portable. Oui, parce déjà. En plus, quand on sait que le téléphone portable, il peut être déclenché à distance pour vous espionner, on s'en passe. Surtout moi, dans mon domaine, parce que comme je fais des recherches dans des domaines assez sensibles, vu les piratages que j'ai eus sur mes ordinateurs, on en a déjà parlé lors de la précédente émission, c'est clair que je fais quand même attention. Et même, de toute façon, on voit parfois les tentatives qui sont faites, puisque sur Internet, on peut avoir un mouchard qui permet de voir toutes les transactions qui sont faites au niveau des protocoles Internet. Donc ça, on peut voir certains détails amusants parfois. Mais de toute façon, se protéger, comment voulez-vous vous protéger, étant donné que maintenant des micro-ondes, vous en avez partout. Bah oui, c'est ça le même problème. des fois, quand vous faites attention, parce que moi ça m'est arrivé, j'ai un Wi-Fi qui s'est déclenché. Je trouvais à un moment que j'étais vaseux et puis que j'avais un peu le vertige. Et puis je me suis rendu compte que le Wi-Fi qui était en face de moi, j'avais pas tout à fait le boîtier qui était en face, et je me suis rendu compte que le Wi-Fi s'était déclenché. Moi, en ce qui me concerne, j'ai été exposé par le passé au radar, y compris de l'armée, donc effectivement, je suis peut-être un peu plus sensible que les autres. Mais alors, un Wi-Fi, un four à micro-ondes ont une portée de combien je parle au niveau de la nocivité? Alors, il faut savoir que le Wi-Fi, ça fonctionne effectivement sur la même fréquence, où il y a eu des amalgames de faits. C'est que ces messieurs, les experts, nous ont expliqué que le four à micro-ondes fait 1 kW. Oui, d'accord, mais le problème, ce qu'il faut regarder, c'est la fuite. La puissance interne, on s'en moque. Ce qu'on doit regarder, c'est la fuite qu'il y a à travers la porte ou autour de la porte, qui, elle, varie de 6 à 14 volts par mètre, 4 à 14 ou 12 volts par mètre, ça dépend des fours.
Et le Wi-Fi de votre ordinateur, moi je l'ai mesuré à plusieurs reprises, quand vous êtes au niveau du clavier de l'ordinateur portable, ou d'un boîtier ou d'un routeur. Alors un routeur c'est un peu plus élevé, mais en général les ordinateurs vous êtes à 6 volts par mètre, et pour le routeur que vous avez à côté, ça a aussi, selon les box, de 6 à 10 volts par mètre à peu près. Alors, à la campagne, on est encore protégé, mais quand vous habitez la campagne, justement non, puisque même à la campagne, on vous met des antennes relais parfois à côté des fermes. Ce qui peut poser du problème pour le bétail. C'est déjà arrivé que, par exemple, les œufs de poule, le taux de mortalité augmente. Alors ça, que les œufs de poule soient sensibles au micro-ondes, on le sait depuis les recherches de Delgado qui remontent aux années 70, qui avait mis en évidence déjà à l'époque les effets des champs électromagnétiques sur les œufs. Mais vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin. On peut remonter aux études de Madeleine Bastide, qui a mis en évidence un taux de mortalité au niveau des œufs de l'ordre de 50 à 70%, selon les expériences, parce qu'elle a fait des expériences en tenant compte des problèmes micro-ondes, également des problèmes ELF générés par les téléphones portables. Or, les œufs exposés au téléphone portable, elle arrivait à des taux de mortalité des embryons qui atteignaient 60%. C'est marrant parce que les études comme ça, on n'aime pas du tout en parler. Vous avez Dirk Adang également qui a fait des recherches aussi à l'université de Louvain, donc en Belgique, sur les rats. Il a exposé des rats au micro-ondes de petites antennes relais et le taux de mortalité était beaucoup plus élevé dans le groupe des rats exposés que dans le groupe des rats témoins. Les rats témoins, le taux de mortalité était beaucoup moins élevé. Bon, maintenant, il y a une expérience qui est très simple à faire. Vous prenez votre téléphone portable, vous mettez des fourmis dessus, et puis vous chronométrez le temps de résistance des fourmis qui cavalent sur votre téléphone portable qui est en service. Surtout si vous avez qu'une seule barre qui est affichée. Vous faites ça en voiture, vous allez voir la durée de vie des fourmis. Ça va être très marrant à faire. Remarquez, moi je me sers pas du portable, alors comme ça, je pourrais pas faire le test. Oui, mais ça c'est une expérience simple que les auditeurs peuvent faire. On nous rabâche les oreilles en nous disant que les micro-ondes n'ont aucun effet sur la santé. Moi, quand j'ai voulu proposer aux députés GEST d'exposer nos experts officiels à la norme de 137 volts par mètre, bon, les experts, ils étaient là, mais personne n'a été volontaire. Donc ça en dit long sur l'innocuité de ces fameuses micro-ondes. Alors j'en viens à mon histoire de campagne et de ville. Quand même, au niveau densité, on est quand même plus protégé à la campagne qu'à la ville, parce qu'à la ville, on est cerné de toutes parts. On est moins exposé. Bon, effectivement, il y a moins de sources de pollution à la campagne. Bon, à la condition qu'on n'aille pas vous installer un pylône à côté. Évidemment. Pour la simple et bonne raison que je connais quelques cas des personnes à qui c'est arrivé. Vous avez des personnes qui sont équipées de stimulateurs cardiaques, par exemple. Ils disent, chouette, bon, je suis à la retraite, je vais partir à la campagne. Et puis, ils se retrouvent avec un pylône monté à côté de chez eux. Oui, non, mais je parle à l'exception, évidemment, d'un pylône qui se trouve à côté de chez soi. Il y a quand même une densité, dans un immeuble, il y a une densité d'habitants. Alors donc, c'est multiplié par je sais pas combien, les Wi-Fi, les fours à micro-ondes. Tandis qu'à la campagne, bon, les voisins sont quand même assez éloignés. Oui, à la campagne, il y a moins d'exposition, c'est sûr. Voilà. Donc, de toute façon, mais bon, vous n'avez jamais la certitude vous n'avez pas la certitude qu'un jour ou l'autre, un pylône ne va pas il faut être clair. Oui. Non, mais bon, on peut déménager, je veux dire, mais quand on est en ville pris dans le centre-ville, vous voyez, dans une cité, là, comment faire, quoi? À moins c'est un brouillard électromagnétique, à moins de transformer votre appartement en cage de Faraday. Ouais. Bon, enfin, il faut quand même voir si c'est justifié ou pas. Si vous avez des niveaux qui sont inférieurs à 1 volt par mètre, c'est pas la peine d'aller vous blinder avec. Par contre, si vous dépassez les 4-5 volts par mètre et que vous êtes exposé à des niveaux comme ça en permanence, surtout si vous avez des enfants, il faut peut-être quand même commencer à vous inquiéter. J'ai fait des mesures effectivement en Bretagne une fois, et puis on avait au-dessus du lit 4 volts par mètre en été, fenêtre ouverte. Ah oui. Bon,
exemple. Sauf que l'inconvénient qu'il y avait, c'est que là, c'était pas les opérateurs de téléphonie mobile qui étaient en cause. Alors là aussi, moi j'ai l'honnêteté de le dire, par contre, peut-être d'autres n'ont pas cette honnêteté-là, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur des châteaux d'eau, vous pouvez avoir aussi des émetteurs FM. Or là, le problème venait d'émetteurs FM de forte puissance, et en plus, il y en avait une batterie, et pas des opérateurs de téléphonie mobile. Ouais. Donc des fois, il faut faire, quand il y a des expertises qui doivent être faites, il faut faire ça avec des analyseurs de spectre, et puis, parce que parfois, c'est pas les opérateurs. Il faut faire attention également à certaines anomalies. Alors, certains émetteurs FM, peut-être, sont un peu trop puissants. Certains émetteurs FM, ils posaient, et surtout que là, il y en avait un certain nombre. Donc là, c'était un autre problème. Donc, des fois, il faut faire des expertises, les COFRAC, eux autres, c'est différent. Eux autres, ils font des rapports de tests et mesures, ce qui est tout à fait différent. Alors, les opérateurs aussi, ils se plaisent à dire que les cabinets agréés COFRAC qui ont le droit de faire des mesures. Le COFRAC, c'est une association qui agrémente, en quelque sorte, les cabinets de contrôle qui vont faire des mesures sur les antennes relais. Notamment, M. Desremaux de Bouygues a fait 2 déclarations à la presse dans ce sens. Or, c'est totalement faux. Par exemple, le CRIREM est tout à fait apte à faire des rapports d'expertise. En plus, c'est pas des rapports de tests et de mesures, c'est des rapports d'expertise également avec analyseur de spectre. Et comme il est reconnu d'intérêt public, et en plus, comme il a un expert européen, eh bien là, il est en droit de faire des mesures. Ce qu'on ne dit pas, par exemple. Parce que le cabinet de contrôle se borne juste à dire la chose suivante, c'est que vous êtes en conformité avec la réglementation actuelle. C'est-à-dire que si vous avez 20-30 volts par mètre, étant donné que le niveau réglementaire est de 41 volts par mètre, vous avez compris, tous les sites, ils respectent en quelque sorte la réglementation en vigueur. Sauf que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on ne tient pas compte de la durée d'exposition, il y a un souci. Et ça, c'est un truc qui est dissimulé. Et quand vous montez en fréquence, plus vous montez en fréquence d'ailleurs, plus la durée d'exposition doit descendre. Alors, aux États-Unis, ils ont des manuels, par exemple, qui donnent les distances de sécurité pour tous les équipements qu'ils ont. Et y compris pour des carburants également, pour des produits pétroliers, là aussi il y a des règles de sécurité à respecter. Alors là j'ai vu des choses également sur des forums où on disait que les stations d'essence qui explosaient c'était un hoax. Eh bien non, c'est pas un hoax. D'ailleurs j'ai mis des vidéos sur mon site à une certaine époque pour démontrer qu'on avait bien des explosions qui pouvaient être liées soit à l'utilisation des téléphones portables, soit également aux vêtements des personnes. Parce que quand vous êtes à côté d'une pompe à essence, que vous avez une température élevée, parce qu'il fait 40 degrés en été par exemple, si vous avez un pull et que vous provoquez des étincelles d'électricité statique, eh ben vous avez les vapeurs de la pompe à essence et elles s'échappent du réservoir qui peuvent tout à fait s'enflammer. Donc vous avez les 2 cas qui se sont produits. Vous avez le cas par le téléphone portable, à cause des courants induits dans les parties métalliques, et vous avez le cas également par les vêtements. Et par exemple, au niveau de l'aviation, on interdit l'utilisation de papier style sopalin, parce que, et ça remonte aux années, il y a eu des circulaires concernant d'ailleurs les chiffons, parce que même maintenant les chiffons dans l'armée doivent être réglementaires. C'est-à-dire que ça date d'une circulaire de 1980, où un des mécaniciens s'était aperçu à l'époque que quand il déchirait du papier style sopalin, ça provoquait des étincelles. Vous faites ça dans un réservoir d'essence avec des vapeurs de carburant qui restent. Je comprends que le mécanicien, il était inquiet. C'est clair. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. La météo en France, dans notre grand sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum.
Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous parlons de problèmes qu'engendre la téléphonie mobile. Nous sommes dans cette émission dossier spécial avec notre invité Marc Filterman. Mais alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a une solution ou c'est insoluble cette histoire de pollution magnétique? La solution, vous avez effectivement... pour les toitures, par exemple, vous avez des laines de verre avec une couche de papier métallisé. Ou vous avez également des rouleaux, c'est pas la peine de se ruiner dans certains trucs ultra compliqués. Vous avez des rouleaux également dans certains magasins de bricolage avec une couche métallisée que vous pouvez coller sur les murs. Oui. Donc vous pouvez coller ce genre de lait de rouleaux métallisés sur les murs, qui va effectivement atténuer le champ électrique. Oui. Par contre, si vous habitez directement dessous une antenne relais ou si vous êtes sous un toit où il y a une dizaine d'antennes relais, je ne garantis pas. Et puis attention, il faut penser également que vous avez les 4 murs, mais vous avez aussi le plafond. Oui, oui. Mais alors, on continue à implanter des antennes relais en ville sur les toits des immeubles? Ah bah partout. Et en plus, avec la 4G, ça va pas s'améliorer, d'autant que la 4G multiplie par 2 le niveau. Donc, à mon avis, je ne sais pas comment ça va se passer au niveau sanitaire, je n'ai aucune idée, mais bon, on sait déjà que le niveau, si vous avez déjà sur un site des antennes relais GSM, UMTS, eh bien, le niveau est multiplié par 2 quand on monte en plus de la 4G. Alors en plus, il y a un autre problème. C'est que, par exemple, à Saint-Étienne, ils ont eu de nombreux problèmes de brouillage avec la télé TNT. Oui. Quand ils ont mis en place la 4G, il n'y a pas eu les problèmes de santé, mais il y a eu les problèmes d'interférence. Bon, aux États-Unis, vous avez un opérateur 4G qui a été obligé de mettre la clé sur la porte parce qu'il perturbait les systèmes de radionavigation civile et militaire, y compris avionique. Donc là, le problème a été vite réglé. Je peux vous dire que la licence a été retirée. Mais ça aussi... à l'époque, quand j'en ai parlé sur mon site internet ou en France, ça a dérangé du monde. Il faudra bien trouver une solution de toute façon. Ce que je ne comprends pas, ce que même certains auditeurs ne comprennent pas, c'est que les députés, les gouvernements qui sont au courant de ces études, eux aussi, ils sont atteints. C'est ça, on n'arrive pas à comprendre. Disons qu'on a certains députés, moi de toute façon, je ne fais plus confiance à aucun parti politique. On voit un petit peu, quand on voit le débat, ça en devient même ridicule. Vous avez entendu le Premier ministre ou Madame Belkacem dire que la théorie c'est du genre, c'était imaginaire, il n'en avait jamais été question, on n'en a jamais parlé en France. Bah écoutez, c'est pas compliqué, vous tapez théorie du genre sur Google, sur Internet, vous allez avoir 14 000 résultats. Bien entendu, même en tapant théorie du genre et groupes de travail, vous avez 14 000 résultats et vous verrez qu'il y a des groupes de travail, qu'il y a eu des groupes de travail. Sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup. De toute façon, on a tout un certain nombre de députés qui sont liés par des intérêts ou par des doctrines. Donc à partir de là, quand vous avez là aussi des députés ou des sénateurs qui ont des associations, qui ont des fondations dont on ne sait pas comment ils sont financés, pour certaines, ça pose question. Par contre, je peux vous dire qu'on a... des fondations et des associations, c'est marrant, hein, ils touchent des subventions de l'État, donc du contribuable. Même si vous n'êtes pas d'accord pour payer, vous payez quand même. Ça c'est chouette. Tout le monde paye, hein, même quand on n'est pas d'accord. Et puis, en plus, ils ont des partenariats, pour certains, avec également des groupes industriels. Oui, mais enfin, ces gens-là ont des familles, ont des enfants. Donc ils pensent pas à leur famille ni à leurs enfants. Apparemment ça les dérange pas. Moi j'ai vu comment le député Geste attaquait le professeur Bellepomme lors d'une émission dans C'est dans l'air. Lui il lui disait il lui parlait de conflits d'intérêts et d'éthique. Enfin moi quand je vois des gens de l'Académie de médecine qui ignorent tous les travaux de Darsonval, qui ignorent les travaux du professeur Rossadeh, qui est un ancien scientifique de la NASA, et puis qui a été consultant en plus à la Maison-Blanche, qui est un pionnier. D'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine du principe ALARA, pour des niveaux aussi faibles que possible. On a des gens qui prétendent également défendre vos intérêts, des fondations qui prétendent défendre les intérêts du citoyen.
elles ne reconnaissent pas l'utilité de 1 volt par mètre. Alors, je vais vous faire rigoler, parce que quand on dit que les champs électromagnétiques bas niveau n'ont aucun effet au niveau sanitaire ou sur l'EEG. Alors, l'EEG, c'est les électroencéphalogrammes. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du spectre cérébral, et là, j'avais eu un échange avec un membre de l'AFSET à l'époque qui avait été assez virulent, où je lui avais fait remarquer qu'on avait, au niveau des ondes alpha, c'est-à-dire de 8 à 14 Hz, vous avez des niveaux de 500 microvolts à 500 microvolts pour le spectre cérébral. Oui. Pour les ondes delta, vous êtes entre 1 et 2 millivolts. Pour les ondes bêta, entre 5 microvolts et 20 microvolts. Donc, on a mis au point des électroencéphalogrammes pour regarder votre spectre cérébral, qui fonctionne avec des micro-courants, et puis on vient vous dire non, les champs électromagnétiques n'ont aucun effet sur le cerveau. Bon, ça fait pas sérieux. En plus, dans les années 70, à la Salpêtrière, vous avez un équipement qui s'appelle un magnétoencéphalogramme. Il faut savoir que ces matériels-là sont dérivés de recherche militaire. Parce que, avec un EEG, un électroencéphalogramme, vous déterminez la tension, la différence de potentiel à certains endroits au niveau de la boîte crânienne. Sauf que les champs électriques peuvent être déviés par les os. D'où la réalisation dans les années 70, notamment par les services secrets américains et russes qui se bégaraient pour mettre au point des systèmes de magnétoencéphalographie très efficaces pour déterminer les points précis d'où émanaient certains signaux cérébraux. Donc, avec la magnétoencéphalographie, par contre, là, c'est avec le champ magnétique, avec, parce qu'un champ électrique génère un champ magnétique. Oui. Donc, il faut avoir des boucles c'est des boucles de Josephson qui sont faites en général avec de l'indium, si je me trompe pas, et pour avoir les points d'origine précis de certains signaux cérébraux. Et j'ai découvert en 2008 que la Salpêtrière avait fait un programme pour refaire des expériences qui ont été faites dans les années 70 dans les pays de l'Est et puis aux États-Unis. Donc bon, je trouve ça amusant de venir dire que les champs électromagnétiques n'ont pas d'effet au niveau. Alors oui, ils ont fait une chose également, c'est encore plus drôle. C'est-à-dire qu'ils ont, j'ai vu M. Véret en 2000 à l'Assemblée nationale, puisqu'on avait le docteur Carlo qui était venu, qui a été descendu en flammes. À l'époque, il travaillait pour les télécoms, et quand il a dit qu'il y avait des effets effectivement avérés des ondes de la téléphonie mobile sur la santé, sur le cerveau, là, il n'était plus en odeur de sainteté auprès du CTIA américain, qui regroupait l'industrie de la téléphonie mobile. Et à l'époque, il a déclaré la chose suivante, qu'il fallait distinguer les effets biologiques des effets sanitaires. Donc, quand on entend ça, ça pose un problème. Oui. Parce que les effets biologiques ont toujours abouti à des effets sanitaires obligatoirement. Et c'est ce qu'a fait remarquer, d'ailleurs, un des chercheurs assez virulemment lors de ce colloque, en disant que c'était anti-académique de dire ça et anti-scientifique. C'est-à-dire que déclarer que les effets biologiques et sanitaires, ça n'a rien à voir, quand on sait que l'un découle de l'autre, même moi, ça je l'apprenais à l'école à l'époque où j'étais à l'école encore en biologie. Alors, pour terminer, une question d'une auditrice qui nous a envoyé un mail la semaine dernière qui nous demande: est-ce qu'il est possible d'équiper en filaire la dernière génération de PC, d'ordinateurs? Est-ce que les derniers ordinateurs acceptent bien le filaire? Vous pouvez les brancher, vous avez une prise Ethernet pour les brancher sur le routeur. D'accord. Donc, oui, tous les ordinateurs peuvent être branchés sur le routeur. Je reconnais par contre que quand on veut déconnecter le Wi-Fi, ça pose parfois des soucis, parce qu'il faut avoir les compétences pour aller traîner dans le logiciel de gestion de la box. Ouais. Parce que, alors justement, dans la loi, il a été demandé que le Wi-Fi soit désactivé par défaut. Parce que le seul truc qui se met en service dès que vous mettez la box en service, ça, le Wi-Fi, il démarre automatiquement. Est-ce que vous auriez, pour terminer, un message adressé aux auditeurs? Déjà, d'utiliser le kit main libre, pour commencer, de ne pas utiliser un téléphone portable, même avec le kit main libre, en voiture, ou également dans les ascenseurs,
Il y a un autre problème également dans les bus et puis dans les métros où il peut y avoir des personnes qui sont équipées de stimulateurs cardiaques et qui, selon la génération du stimulateur cardiaque, peuvent avoir des malaises parce que le champ électromagnétique va perturber le stimulateur cardiaque. Et il y a eu quelques incidents comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et on ne met pas un GSM sur la table de nuit parce qu'un GSM, même quand un GSM est en veille, les circuits électroniques consomment du courant, donc automatiquement vous avez des circuits qui rayonnent et ça beaucoup ne le savent pas. Et en plus, comme vous avez par moment un échange entre les stations relais et le téléphone portable, un langage technique en quelque sorte, parfois votre téléphone portable il peut se mettre en émission. Ça aussi les gens, ils croient que quand il est en veille, il n'y a pas de problème. Et on ne dort pas avec un téléphone portable sous l'oreiller. On n'utilise pas un ordinateur portable ou une tablette graphique. Alors là, les lois sur les téléphones portables ne servent plus à grand-chose du coup, parce que utiliser une tablette graphique ou un ordinateur avec du Wi-Fi ou sans Wi-Fi sur les genoux, je peux vous dire que pour les organes reproducteurs, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Attendez, alors sur les genoux, mais s'il n'est pas équipé de Wi-Fi? Même si votre ordinateur portable n'est pas branché sur le secteur ou s'il n'est pas en Wi-Fi, il faut jamais le faire parce que les circuits électroniques émettent des rayonnements. Et d'ailleurs, en 2002, c'était la veille où je donnais une conférence, c'était sur France Info à l'époque. Et il y a une information qui m'a assez surpris parce que il y a une personne qui avait passé 4 ou 5 heures dans le train avec son ordinateur portable sur les genoux et apparemment, il avait eu quelques soucis de santé au niveau des bijoux de famille. Ah bon? Et je peux vous dire qu'aux États-Unis, vous avez beaucoup de policiers qui ont eu des problèmes au niveau justement des organes reproducteurs parce qu'à l'époque, quand ils étaient en voiture dans les années 70, ils coinçaient le talkie-walkie entre leurs cuisses. Ah oui. Ça aussi, on ne le sait pas beaucoup. Et actuellement, en Angleterre, c'est pareil. Vous avez les forces de police également, où vous avez une association où, effectivement, ils ont été... des informations leur sont remontées comme quoi ils avaient des hommes qui avaient des problèmes de santé. Alors, rappelez-nous l'adresse de votre site internet. Alors, l'adresse de mon site internet est très simple. C'est Filterman, Filterman, comlu.com, alors comlu, comlu.com, com/gsm.htm. D'accord. Le tout en minuscule. Merci Marc Filterman d'avoir participé à cette émission et à très bientôt sur cette antenne. Merci, au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.